Bienvenue à vous pour l'analyse du chapitre 1156 de One Piece. Les Kuja. Ah, je ne m'attendais pas à les voir dans le flashback, même si tout est logique. Finalement, tout prend sens parce que le flashback initialement avait commencé par Loki, qui devait nous raconter du coup cette fameuse journée horrible avec la perte de son père, Harald, le roi Harald. Et finalement, on est allé beaucoup plus loin. On a dépassé tout ça, mais je pense, on en reviendra plus tard à la fin de la vidéo, que nous sommes toujours là pour servir la narration du roi Harald. Et, euh, et le roi Harald aura un rôle important à jouer à la fin de ce flashback, de ce grand flashback. Donc on arrive avec les pirates Kuja. Il y a Gloriosa, non, Mamignon, qu'on a tous connu, version Mamignon. Et de voir Oda dessiner Mamignon jeune, Mamignon à l'époque où elle avait rejoint, du coup, c'est juste avant qu'elle rejoigne les Rocks. Et on la voit complètement en love de Roger, tout comme l'impératrice Bois Hancock est en love complet de Luffy, sauf que là, Roger, il s'en fout. Roger, il s'en fout. Il en a. Il s'en fout d'elle. Il la calcule pas. Il pense à une seule autre femme. Et c'est pas la maman de Ace. Non, c'est la future femme de son bras droit. Voilà, voilà. De Rayleigh. Il est à fond. Il est pillé comme n'importe qui. Et le narrateur va super loin. Les oiseaux qui volent aussi sont en PLS. Tout est en PLS. En sa présence, tout est en PLS. Tellement elle est d'une beauté incroyable et qu'elle en joue. Je ne vais pas rentrer, je le dis tout de suite, dans une analyse pour chercher est-ce que la mère de Luffy est dans cet équipage? Est-ce qu'on a vu la mère de Luffy quand on nous parle du coup de la future impératrice? Sincèrement, je vais être cru, je m'en fous. Je trouve que c'est pas intéressant. Voilà, je vais être tout à fait honnête avec vous, je trouve que c'est pas intéressant. La mère de Luffy, on la connaît, c'est Dadan. J'ai pas besoin d'aller plus loin sur qui est la mère de Luffy pour rendre intéressant le personnage de Luffy. Le personnage de Luffy a déjà eu un flashback très important, très dense. Je n'ai pas besoin de voir la naissance. Peut-être, dites-moi en commentaire si c'est le cas, vous avez besoin de savoir d'où vient Luffy, avant même d'être Luffy, connaître exactement son histoire. Est-ce qu'on l'aura durant un petit flashback de dragon? Peut-être. Mais je pense que ça ne sert pas à grand-chose au point où on en est actuellement. Et je trouve ça très intéressant de garder Dadan comme portrait de maman, parce qu'elle a eu le rôle de mère. Elle était là pour protéger ses enfants quand il fallait les protéger. Et de toute façon, on l'a vu avec sa réaction. Quand elle recroise Garp, elle a réagi comme une mère blessée. Donc voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans. Par contre, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'actuellement, Oda, dans un flashback aussi important, dans un arc qui va aussi vite, pourquoi est-ce que les pirates Kuja apparaissent? Et pourquoi à ce moment-là? Pour expliquer ça, de mon point de vue, il faut repartir en amont. En amont, on nous a expliqué rapidement qui était Roxdig Zebek. Et rapidement, on l'a même confronté à Imu, pour nous montrer voilà, les démarches qu'il va suivre pour réussir à tenir sa promesse sur le «je reviendrai». Et en parallèle, on sait qui a stoppé, ou en tout cas, tout du moins, un ancien amiral en chef nous a dit qui a stoppé Rox, ce serait une alliance entre Roger et Garp. Donc, quoi qu'il arrive, ce sont des personnages qui vont avoir un rôle à jouer, un rôle important durant le flashback de God Valley, durant la chute d'un personnage qui nous est compté actuellement, Rox Dig Zebek, qui a un lien très fort, au-delà du lien avec Loki, qui a un lien très fort avec Harald. On reviendra encore une fois sur Harald à la toute fin de vidéo sur ce sujet, qui pour moi est important. Et du coup, pour nous raconter l'histoire de la chute de Rox Dig Zebek, il faut contextualiser aussi les personnages qui ont, comme je l'ai cité récemment, qui vont jouer un rôle majeur. Roger et Garp. Tout du moins, on nous dit qu'ils joueront un rôle majeur, on verra exactement ce qui se passera. Et pour l'instant, il faut contextualiser ces personnages-là, expliquer pourquoi est-ce qu'ils vont jouer un rôle majeur, et donc il faut les montrer. Et actuellement, ce qui est très intéressant, c'est de utiliser les pirates Kuja pour pouvoir déjà désacraliser Roger. Roger, finalement, il est comme les autres.
Il est comme les pirates, comme les marines qu'on voit en train de baver sur Bois Hancock. Si Bois Hancock avait été là à l'époque, il aurait réagi de la même manière. À cet âge-là, tout du moins. Et on nous montre vraiment un pirate avant qu'il devienne un grand pirate, avant qu'il devienne une légende de la piraterie. Actuellement, Roger n'est pas une légende de la piraterie, c'est une légende à devenir et il se comporte comme tel. Je suis pas sûr que Roger, roi des pirates, se comporterait de la même manière. En tout cas, j'ose espérer que non et je vais partir du principe que non. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est un charreau à vie qui se comportera comme ça tout le temps, en tout temps, quel que soit son grade et quelle que soit son expérience, mais je ne pense pas. Donc là, on va utiliser ces pirates en l'occurrence, mais on va utiliser aussi Gloriosa. Gloriosa qu'on va retrouver, elle, chez les Rox plus tard. Donc, est-ce qu'elle a rejoint les Rox à cause de Roger? Et ce serait extrêmement drôle. Mais en tout cas, ils vont être liés à Rox. Donc, tous les personnages qu'on va rencontrer actuellement vont être liés à Rox, que ça soit dans leur affrontement ou que ça soit dans l'Alliance. Et c'est ça qui rend du coup l'utilisation de cette rencontre-là très intéressante. Et juste après cette rencontre avec les Kuja, et ça reste lié aux Kuja, on passe du coup à l'arrivée de Garp. Je pense que s'attarder sur Shakuyaku, ça n'a pas forcément d'importance en tant que tel, là, actuellement. Ce qui est super intéressant, c'est de revoir du coup ce personnage-là. On voit maintenant tenir un bar PMU, clairement avec Rayleigh, la future du coup femme de Rayleigh. C'est très sympa de la voir. Ça donne une densité à cet univers. Cet univers, on peut traverser les âges et on revoit des personnages qu'on a déjà vus, qui nous avaient déjà donné des informations. Et là, de voir ces informations prendre vie dans un contexte précis et dans un flashback complètement inattendu, c'est que du plaisir. Maintenant, s'attarder sur la réaction que peut avoir Roger, je pense que elle est utilisée, elle est utile, mais à un seul but, désacraliser Roger pour le sacraliser à nouveau plus tard. Et l'objectif, c'est pas de faire Roger, le Roger que l'on connaît, le Roger roi des pirates, c'est montrer que le Roger qu'on connaît a été pirate. Il n'est pas né anomalie, il va aller plus loin, il va surpasser les anomalies et conquérir les mers, comme nous l'a dit très clairement Kaido. Donc pour moi, les Kuja servent à ça, clairement. Et j'ai hâte de voir maintenant la rencontre entre les pirates Kuja et Xebec. Est-ce qu'elle sera bref? Pourquoi est-ce qu'elle va réellement rejoindre? Est-ce que c'est simplement pour un coup de cœur ou une déception amoureuse? J'ai un doute parce qu'elle a l'air de pas abandonner en fait, donc il faudrait qu'elle abandonne. Ou sinon, elle a rencontré l'amour à nouveau chez les pirates des Rocks. Je sais pas. Je sais pas ce que Oda va faire. Dites-moi en commentaire. Et encore autre chose, mais est-ce que vraiment, premier degré, ça nous intéresse? Et j'ai vu des théories passer comme quoi Gloriosa aurait le fruit du démon, du coup, qu'a l'impératrice Bois Hancock actuellement, mais ça me paraît plus que compliqué, vu impossible, limite, parce qu'elle est encore en vie au moment euh, où Bois Hancock là, et en plus, on sait dans l'histoire de One Piece comment est-ce que Bois Hancock a eu ce fruit du démon euh, pour servir les plaisirs de Tenryubito des Yolas, qui les ont utilisés tout simplement quand ils étaient esclaves. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont récupéré ces pouvoirs-là. Donc voilà, ça me paraît compliqué de réussir à faire un lien. Si Oda arrive à faire un lien malgré tout avec ce fruit du démon, bah, ce serait incroyable. Maintenant, il faut essayer de trouver comment ce lien peut être fait, réalisé. Ça me paraît compliqué. Donc pour moi, on peut s'arrêter là actuellement sur le développement et sur l'utilité de ces pirates Kuja dans ce chapitre-là. On les reverra plus tard dans le chapitre 1157 ou le 1158 avec la rencontre avec Zebek. Maintenant, ça nous mène où? Ça nous mène au moment le plus attendu. Ah, on y est. On y est. Goldie Roger contre Garp. Le pirate Goldie Roger contre le vice-amiral Garp. Monkey D. Garp. Ouais. Bravo. Sur Twitter, comment vous êtes énervé. Oh là 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 là. Et je pense vraiment que ce qui s'est passé là, et c'est un vrai problème, c'est le problème que peuvent poser les spoils, tout simplement. Ce qui était intéressant, c'était de voir après d'où venait toute cette hype, parce que quand clairement j'ai vu l'image dessinée par Oda n'est clairement pas présente pour nous montrer de la puissance. Ce n'est pas le but, c'est exactement l'inverse que vous nous montrez Oda dans ce chapitre, où l'objectif est de sacraliser Roger, c'est ne pas montrer une scène identique
qu'on a pu voir entre Xebec et le roi Harald, où le narrateur vraiment appuie sur la puissance, un rayon de 2,5 km où toute vie a été out de la zone. Voilà, on te montre, on te fait comprendre qu'il y a de la puissance. Et il fait ça après Xebec, après avoir vaincu et éliminé complètement un amiral de la marine. Donc tu cumules les deux, tu sais qu'on veut nous parler de puissance. Tu sais, tu le sens, c'est clair. Là, actuellement, c'est clairement pas l'objectif. L'objectif, il n'est pas là. Il est de montrer des futures légendes. Et oui, Garp est une légende dans l'univers de One Piece. C'est une légende. Ensuite, parmi la liste innombrable de légendes dans l'univers de One Piece, est-ce que c'est la légende la plus forte de l'univers de One Piece? Non. Et il n'a pas intérêt à l'être. C'est pas un personnage euh, qui va apporter quelque chose d'extrêmement fort sur cette force-là. C'est pas Garp qui a été le problème au fait que Roger devienne roi des pirates. Non, Garp, il était sur son chemin, mais c'est pas, il n'a pas eu l'utilité de vaincre une bonne fois pour toutes Garp pour devenir roi des pirates. Il n'a pas réellement été un problème, il a plutôt été une marge de progression. Et encore une fois, comme il a été dit, et comme j'ai pu le dire, certains en commentaire qui suivent mes vidéos et mes lives pourront en parler aussi, je pense, mais avec une certitude absolue, que Garp, à un moment donné, était plus fort que Roger. Il était plus fort. J'ai limite pas de doute là-dessus. Il n'y a rien qui me le prouve, mais j'ai pas de doute là-dessus. Parce que Roger n'a pas tout le temps été le plus fort. Mais à un moment donné, comme nous le dit Kaido, Roger a conquis les mers. Et si il a conquis les mers, il est au-dessus de la chaîne alimentaire. Et ça, c'est super important. Il est devenu roi des pirates. Il n'est pas devenu roi des pirates en étant ex aequo avec Garp à ce moment-là. Non. Il a à un moment donné surpassé Garp. Et c'est important. Il a besoin d'être le roi suprême. Pas le roi suprême, sauf si je rencontre Garp. Le roi suprême, sauf si je rencontre Goku. Non, c'est pas comme ça. Pas comme ça que ça fonctionne. Garp a échoué, c'est une vérité. L'objectif de Garp, c'était de choper Roger. C'était son objectif et c'est Roger qui s'est rendu à la fin. Garp n'a jamais été capable d'attraper Roger. Après, si dans le 1057, on nous montre que finalement, après ce combat-là, Oda prend le temps de dessiner un moment où ils se tapent des barres ensemble, où ils sont en train de boire le thé, kiffer leur équipage et les soldats de la marine en train de faire du troc, tout comme on a vu avec Marbe Blanche, je trouverais ça très bizarre. Et là, ça prendrait un autre sens. Mais actuellement, on n'a jamais vu cette scène. J'en reparlerai si jamais on voit une scène similaire, mais j'ai du mal à y croire. Donc actuellement, avec les informations qu'on a, on sait que Garp n'a jamais réussi à le faire. Il a tout le temps couru après. Et oui, je sais que pour certains, à cause de chapitres, on peut se dire Roger court après Garp. Non, 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 non. C'est Garp qui courait du coup après Roger. Et Roger, quand il voit Garp, il ne fuit pas. Il va vers la confrontation et c'est ce qui va permettre à Roger d'évoluer aussi. Mais actuellement, le Roger qu'on voit est un Roger faible comparé au personnage qu'on a vu avant Xebec. Actuellement, si on a un affrontement entre Roger et Xebec, ça finit très mal. Et ça, je vous le dis il y a plusieurs mois de cela, quand on a eu le flashback de Kuma directement à la sortie du chapitre, je parle d'une défaite de Roger contre Xebec. Et actuellement, ce chapitre va dans ce sens. Il va clairement dans ce sens. Il va vers un personnage qui a perdu contre Xebec et qui veut sa revanche. Donc c'est pour ça que je n'ai pas compris la hype totale. C'est ultra intéressant, c'est ultra sympa de voir Garp et Roger s'affronter. Mais l'utilité de cette scène, c'est pas de nous montrer à quel point ils sont puissants, à quel point ils sont capables de faire des choses incroyables. Pas du tout. Pas du tout. Et pourquoi pas, à Code Valley, voir Garp nous surprendre? Pourquoi pas? Mais on n'y est pas actuellement. Actuellement, si on parle uniquement du manga et de l'écriture même du manga et de l'utilité des personnages, Garp n'est pas un problème pour Roger. Actuellement, je répète, Garp n'est pas un problème pour Roger. Xebec est un problème pour Roger. Il va devoir le vaincre, il va devoir le surpasser parce que Xebec veut le monde. Roger veut devenir le roi des pirates. Roger a un rêve, le même que celui de Luffy, sûrement exactement le même que celui de Joy Boy et le même que de tout premier Nika, vu qu'on sait que le fruit du démon a choisi Luffy. On nous fait comprendre du coup qu'il a son
entre guillemets «libre arbitre» et il est capable de fuir et de se rapprocher des personnages qui l'intéressent, tout comme Luffy. Donc c'est pour ça que Luffy a pu le manger, c'est parce qu'il partage le même rêve que Roger et donc on peut faire déduction sur ce rêve-là et c'est parce que on touche à l'essence même de One Piece, le rêve. C'est parce que Xebec touche au rêve de Roger que du coup Xebec est un véritable problème pour Roger et il va devoir le surmonter pour montrer que son rêve à lui sera plus fort. Roger, lui, atteindra son rêve. Bon, il n'y arrivera pas, il sera roi des pirates. Mais le rêve derrière qu'il avait, sûr et certain, il n'y arrivera pas parce que c'est Luffy qui va y arriver. Il porte ce rêve-là. Il porte le rêve de Joy Boy qui a échoué aussi. Et il va réussir tout comme tout bon héros de shonen. Donc c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre, et dites-moi en commentaire, sans avoir besoin d'être insultant, parce que c'est ça le problème aussi, c'est que vous avez l'obligation d'être insultant. On peut vanner, on peut rigoler, c'est pas un problème. On nous a dit que Xebec avait le niveau de Baggy, et beaucoup le pensaient. On en a rigolé. On peut vanner. Faites-vous plaisir en commentaire, vannez, mais soyez pas insultant. Parce que votre propos, il sera perdu en fait. Et c'est ça le problème, c'est que vous pouvez avoir un propos qui peut être intéressant, mais vous le rendez inintéressant et inexploitable. Parce qu'on ne peut pas répondre intelligemment à une bouse. Ça marche pas. Si vous écrivez de la merde, on va pas prendre le temps de répondre intelligemment à du caca. Si vous avez un propos à défendre, une vision de l'œuvre qui s'oppose à la mienne, par exemple, bah, en commentaire, expliquez votre vision et on peut en débattre normalement. Et donc, pour clôturer ce passage entre Roger et Garp, alors je sais qu'on va me demander en commentaire, oui, quel niveau est là? La puissance est importante dans une œuvre. Je suis désolé, ceux qui disent que ça n'a pas d'importance, ça a une importance. Ça a une importance parce qu'elle permet à des personnages d'être crédibles. Tout comme Xebec est crédible parce qu'il a les capacités de porter son rêve. Il faut que Roger devienne crédible. Actuellement, certains insultent Roger de fraude parce qu'il a été décrédibilisé pour eux. Non, il a besoin de cette crédibilité. Cette crédibilité passe par la puissance parce que dans le manga tel que One Piece, tous les problèmes principalement se résoudent par la puissance en un combat. Des problèmes même politiques, c'est du 1v1 à base de patates pour un empire, pour des rêves. Donc tout se règle par la puissance. Donc on ne peut pas dire que la puissance c'est inintéressant ou la puissance n'a pas sa place dans l'univers de One Piece alors que c'est un des socles premiers qui maintient cet univers. Donc on ne peut pas. Donc actuellement, je vais parler et vous donner mon point de vue sur Roger et Garp. Alors oui, pour faire simple, ils sont très loin du niveau d'empereur. Ils sont pas proches, ils sont loin du niveau d'empereur. Je pense du coup qu'à Rodstar ou sur une île ou tout autre, j'en parlerai après de Rodstar et pourquoi, mais pour l'instant, je vais me focaliser sur Roger. Il va perdre contre Xebec et je trouverais ça très intéressant d'avoir une scène comme on a pu voir à Chabody avec la défaite totale de l'équipage de Roger. Ils arrivent sur l'île, Roger comprend que l'aiguille continue à tourner, qu'il n'a pas fait le tour du monde. Il affronte Rox, c'est Nakama aussi, et ils perdent une défaite écrasante, une défaite totale. Et ça rendrait le propos de Rayleigh encore plus intéressant. Rayleigh, qu'est-ce qu'il dit à Katakuri? À Luffy quand il affronte Katakuri sur un mini flashback, il lui fait comprendre que c'est en allant jusqu'au bout, limite en frôlant la mort, qu'on progresse réellement. Et donc du coup de voir Rayleigh, Roger, Gaban et son équipage être confrontés à un événement aussi fort, aussi puissant, ça rendrait réellement ses propos ultra intéressants. Et encore une fois, je me base sur le flashback de Kuma, sur Roger quand il arrive à God Valley, il nous fait comprendre clairement qu'il a perdu contre Rox, ça fait 1 an et qu'il attend sa revanche. Donc clairement, un personnage comme Luffy qui se fait humilier quand il revient 1 an après, c'est pas le même. Donc euh, j'aime à penser qu'un personnage aussi puissant que, que Roger, le futur roi des pirates, une fois qu'il aura pris sa fessée, il reviendra d'un niveau incroyable. Et même là, à mon avis, il aura du mal et il va devoir réaliser l'impossible et se surpasser. Et une fois God va les passer, ça ne sera plus du tout le même pirate. Il y a entre 5 et 6 ans, entre ce chapitre-là et les événements de God Valley, entre 5 et 6 ans, il peut se passer énormément de choses. Ensuite, sur le niveau de puissance, je sais que certains me diront, oui, mais je comprends pas, pour Crocodile, tu n'acceptes pas que Crocodile évolue, alors pourquoi est-ce que Roger évoluerait? Tout simplement parce que Roger est un être libre, un être qui vit, son rêve n'est pas brisé, alors que la différence, c'est que le personnage qui est Crocodile, son rêve initial a été brisé. Son rêve initial a été brisé, c'est un homme brisé qui perd contre un Luffy,
un Luffy qui n'a même pas encore affronté les membres du CP, un Luffy qui utilise des techniques un peu loufoques pour réussir à le vaincre. C'est un personnage qu'on ne peut pas actuellement mettre à un niveau aussi important, parce qu'il a fini à Impel Down. Il est ressorti, il a une caractéristique spéciale, c'est que c'est un gars limite de la pègre qui fonctionne dans le marché noir, il a son propre réseau, il a sa manière de fonctionner, contrairement à un personnage comme Roger, lui qui vit de liberté absolue, qui est porté par son rêve. Tu peux le briser lui, mais tu ne briseras pas son rêve. C'est la différence. C'est la différence importante avec les personnages qui vont continuer à évoluer. Et c'est pour ça qu'il y a des personnages extrêmement importants, euh, qui font partie de la pire génération et qui sont bien plus âgés qu'un Luffy. Et parce qu'à ce moment-là, ils ont des rêves qui les portent. Et où est-ce qu'à un moment ils s'arrêtent dans l'aventure, c'est quand leurs rêves sont brisés. Kid, son rêve actuellement, il est brisé. L'eau, son rêve, heureusement, il ne tient pas qu'à lui, donc il va peut-être pouvoir le réaliser, mais il a pris un coup actuellement extrêmement important. Des personnages qu'on a rencontrés, qui se sont cassés les dents dans le Nouveau Monde et qui sont bien plus âgés de Luffy, ont vu leurs rêves s'anéantir. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont cessé d'évoluer. Et c'est Luffy, son rêve, lui, n'a pas cessé et il a continué. Encore une fois, le rêve dans One Piece, c'est une importance capitale. C'est la genèse même des fruits du démon, des pouvoirs des fruits du démon. La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. C'est cette phrase-là qui explique pourquoi Roger indéfiniment progressera jusqu'à la réalisation de ce rêve. Actuellement, un personnage comme Crocodile, son rêve, il ne l'a pas été remis en avant dans l'univers de One Piece. Au contraire, on le voit avec la Cross Guild. Actuellement, ils sont plus en train d'essayer de vivre, de s'adapter dans ce nouveau schéma post-Shishibukai, plutôt que de avoir son rêve à réaliser. Non. Le personnage actuellement qui se raccroche à un rêve dans la Cross Guild, c'est Baggy le Clown. Et c'est pour ça qu'il a réussi à soumettre des êtres beaucoup plus forts que lui. Mihawk et Crocodile sont largement plus forts que Baggy le Clown. Mais pour autant, il a tenu tête avec ce rêve et il les a soumis. Donc la Cross Guild actuellement est en recherche lui-même. Ils sont dans la course du One Piece. Que le fait que Crocodile et Mihawk ne le veulent pas, ils n'ont pas le choix, ils ont perdu. Mais on reste sur ces notions-là. Donc c'est pour ça que Roger continuera à évoluer continuellement. Ça ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce qu'il devienne roi des pirates et jusqu'à ce qu'il meure, tout simplement. Et que sa flamme perdure dans le temps. Ace va mourir, lui aussi cette flamme va mourir, mais elle sera portée par un autre personnage, Monkey D. Luffy, qui a le même rêve que le papa de Ace. Donc voilà, j'espère avoir été clair dans mon propos. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes en adéquation ou pas avec cette pensée sur les progressions et sur le lien qu'on a du coup avec les rêves et la volonté, tout simplement, dans One Piece. Et pour Garp, Garp est extrêmement fort. Et c'est super important d'arrêter de penser qu'il n'y a que 4 êtres puissants dans One Piece et le reste, c'est des quiche Lorraine. Non. Garp fait partie des êtres les plus puissants de l'univers de One Piece. Et dans ces puissances complètement démesurées, il y a des êtres qui ne sont pas humains, qui ont défié les codes de l'humanité complète, qui sont devenus des empereurs et qui sont clairement des anomalies. Même un Barbe Noire qui semble ridicule dans sa manière de combattre est une anomalie. Il est clairement une anomalie, on peut le voir dans son combat contre Ace, on peut avoir des informations comme nous l'indique Marco, le Phénix, on a des informations qui nous indiquent clairement, il a mangé 2 fruits du démon, c'est une anomalie, il est différent, il est capable d'encaisser des coups monstrueux, il est capable de rendre des coups tout autant monstrueux. C'est pas parce qu'il est ridicule dans un combat ou qu'il semble être en difficulté qu'il est faible, non. Malheureusement pour lui, c'est sa manière de combattre, et je peux comprendre que d'autres n'aiment pas, comparé aux empereurs qu'on a eu en amont, mais ça reste un monstre. Shanks, il a un acquis des rois tellement monstrueux que la matière est détruite. Même quand il le canalise et qu'il le sort un peu pour montrer quand il monte sur le navire de Barbe Blanche, alors qu'à ce moment-là, le haki n'est clairement pas développé dans l'œuvre, le navire est en train de s'effriter. Tout simplement. Luffy, il a eu un haki des rois à la naissance de Joy Boy, à son éveil de fruit du démon, qui a limite effrayé Kaido. Et il a réussi à vaincre la créature la plus puissante du monde, même si Kaido aurait pu esquiver le coup s'il l'a voulu, c'est vrai. Il a voulu se confronter, Kaido aurait gagné s'il avait pensé différemment. Mais c'est pas le cas, et il a réussi à surpasser la créature monstrueuse qu'est devenue Kaido. Il est bien plus fort que lorsqu'il a combattu Oden. Ça, ce sont des êtres surnaturels, des empereurs. Seul empereur qui n'est pas surnaturel, c'est Baggy le Clown. Mais comme l'indique, c'est un clown, on est dans de l'humour,
On est, ça sert le scénario aussi, ça permet de mettre Mihawk, dans la course au One Piece. On revoit des personnages tels que Crocodile, mais clairement, on peut dissocier la Cross Guild, des autres équipages d'empereurs qui sont clairement monstrueux. Actuellement, la Cross Guild est beaucoup trop faible pour affronter un équipage d'empereurs. Ils ont absolument aucune chance, même si certains mettent Mihawk niveau roi des pirates, au-dessus même, à un niveau démesuré, il est seul. Donc au pire, ils se mettent à 2 sur lui et le reste, Crocodile, ne passera jamais. Même si Crocodile est d'un niveau d'un seul coup monstrueux, il ne passera pas les commandants des autres empereurs. Donc c'est pour ça que la Cross Guild actuellement est extrêmement faible, mais les empereurs, pour le reste, ce sont des anomalies. Et encore plus quand on parle de la génération précédente avec Barbe Blanche, Kaido, Big Mom et Shanks. Ou Shanks, pour beaucoup, paraissait pour faible. Avant qu'on apprenne réellement sa puissance, avant qu'on voit sa puissance en œuvre. Et même Big Mom, pour certains, elle est faible. Même si, bon, ça c'est un autre sujet, on pourra en parler plus tard. Donc, ne pas mettre Garp au niveau de ces anomalies-là ne veut pas dire que Garp est une serpillière pour nous. Non, non, non. Les amiraux dans One Piece font partie d'un cercle très fermé, des êtres extrêmement puissants dans l'univers de One Piece. Et c'est le cas pour Garp aussi. C'est son cas également. Et je suis désolé, partir du principe que le Barbe Blanche que j'ai vu à Marineford, en phase terminale d'une maladie, sans pouvoir utiliser réellement son acquis, trahi, planté par son propre enfant, qui a perdu la moitié du visage, faire la prestation qu'il a été capable de faire, je suis désolé, mourir debout à la fin, tout en sachant que le narrateur nous le dit, tous les coups qu'il a pris en plus à côté. Je ne peux pas le comparer à un Garp, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors que Roger, lui, est comparé à Barbe Blanche dans le manga. C'est pour ça, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi simple que ça, Garp a tenu la cadence avec Roger et peut-être même un peu après God Valley, et petit à petit, Roger a pris de l'avance. Et petit à petit, Roger, le personnage qui était capable réellement de lui tenir tête dans l'univers de One Piece, c'était Barbe Blanche. Voilà. Et pour autant, ils se sont affrontés des années, si vous voulez même entretués au bord de la mort des années, et pour autant, ça reste respectable dans la puissance, bien plus que respectable, de voir que bien longtemps, Garp a tenu tête au roi des pirates, mais il n'a jamais empêché la naissance de ce roi des pirates, et du coup le couronnement de Roger en tant que roi des pirates. Potentiellement, et je dis bien potentiellement, le pirate qui aurait pu l'en empêcher, c'est Barbe Blanche. Mais Barbe Blanche ne partageait pas ce rêve. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas sur le chemin. Et au contraire, il a récupéré Oden de l'équipage de Barbe Blanche à ce moment-là pour, pour trouver le One Piece et réaliser son rêve. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. J'ai pris mon temps pour parler de ce sujet. On va pouvoir avancer. On retourne du côté de Harald et Loki. Loki a essayé de prendre la mer. Il s'est noyé, il ne sait pas nager. Est-ce qu'il ne sait pas nager parce qu'il a déjà mangé un fruit du démon? Il n'a jamais appris à nager? On verra. On verra. Pour l'instant, on n'a pas d'informations. Pour l'instant, on n'a pas d'informations. On sait qu'il s'est noyé. Et du coup, qu'il a été sauvé. Par contre, ce qui est incroyable et j'adore, c'est qu'en fait, il reçoit de l'amour maintenant. Il a reçu tellement de haine, et encore il en reçoit dans ce chapitre, mais il reçoit également de l'amour. Il reçoit de l'amour d'une mère qui n'est pas sa mère, et qui aurait, si jamais ça avait été sa mère, on aurait eu un Loki totalement différent, et malheureusement non, et elle lui propose même de venir vivre à la maison. Donc même s'il réagit en criant non impossible, c'est de l'amour, tout simplement, et ça fait plaisir, tout simplement, de voir ce personnage-là goûter à ça. Par contre, on voit Harald tout mignon, tout doux, mais on va s'attarder un peu sur le Harald qu'on nous montre. Il ne ressemble absolument pas au premier portrait qu'on peut voir de ce roi Harald décornu, sans ses cornes. Il les a arrachés, avec un visage beaucoup plus colérique, beaucoup plus démoniaque, qui ressemble beaucoup plus à un Loni que peut être Kaido. Il ressemble à Kaido, mais là, il ressemble bien plus à Kaido, un être bien énervé, bien en colère. Ce personnage, pour moi, il va évoluer. C'est pas pour rien qu'on nous le montre à ce moment-là. Et là, maintenant, je vais faire un lien. Je vais aller un petit peu dans le futur. Ok, on va aller à God Valley. Je pense clairement que Harald va avoir un rôle à jouer à God Valley. À la toute fin de God Valley, mais il va avoir un rôle à jouer. Ce qui va être intéressant avant les événements de God Valley, maintenant, c'est de créer un lien entre le gouvernement mondial et Harald. Harald, c'est un bon gars, clairement.
C'est un homme, un géant qui a évolué et c'est un bon gars maintenant. Mais il faut nous expliquer pourquoi cet être-là s'est allié au gouvernement mondial. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Somers disent qu'en fait il a merdé? Pourquoi est-ce que des chevaliers divins disent bah t'es parti se recueillir sur sa tombe? Il se passe quelque chose avec ce personnage-là, quelque chose de tragique. Et dans ce chapitre, il y a une phrase pour moi qui n'est pas anodine, avec l'écrasement facial. Euh, en 2019, je vous mets le tweet en image, en 2019, j'avais dit que Kaido, j'attendais que Rox gifle Kaido. Bon, finalement, c'est pas trop loin. Pas trop loin, c'est pas une gifle, c'est un coup de pompe, un écrasement facial, mais pas trop loin. Mais l'information réellement importante, c'est qu'il dit bien à Kaido, c'est mon pote, Harald, ok? C'est mon pote. Et je trouverais ça totalement tragique et intéressant de montrer ce lien-là euh, si Harald, à la toute fin, est convoqué par le passage des abîmes à God Valley et que Harald n'a pas d'autre choix que de terminer son ami Xebec. Je trouverais ça horrible et triste. Euh, Ce qui me fait penser ça, ça peut être, c'est n'importe quoi, c'est juste une intuition. Parce que je me dis que si actuellement, et c'est ce qu'il est en train de faire pour moi, Oda, il est en train de préparer God Valley, nous expliquer exactement ce qui va se passer avant God Valley, du coup, et pourquoi on arrive à God Valley exactement, et le fonctionnement, la synergie des personnages à ce moment-là, nous sert à ça pour moi, clairement. C'est l'utilité première de ce flashback-là. Euh, on ne peut pas décorréler Harald de ça. C'est forcément lié à ce jour funeste où Harald va perdre la vie. Tout est lié. Donc je pense que la première rencontre, tout en haut du toit du monde, elle a eu lieu entre deux êtres qui sont devenus amis, Harald et Xebec, et que cette amitié aura une conséquence désastreuse. Parce que je ne vois pas Roger tuer Xebec. Je ne le vois pas tuer Xebec. Et quand Loki arrive dans le château au tout début du flashback et qui dit pourquoi est-ce qu'il s'allie avec le gouvernement mondial, parce qu'en fait c'est eux qui ont tué Rox, c'est complètement dingue, c'est qu'eux l'ont tué mais en utilisant Harald à la toute fin. Alors, je pense que Roger va finir. Je pense que clairement à God Valley, Garp va pour je ne sais quelle raison s'allier à Roger. Parce que pourquoi est-ce que Roger d'un seul coup c'est plus sa cible et sa cible c'est Garp? Est-ce que Xebec, en sachant que Xebec allait récupérer sûrement des trésors des fruits du démon, en l'occurrence, on en parlera dans la dernière partie de cette vidéo. Donc, pour moi, il y a des choses actuellement qui sont inexplicables et qui doivent être liées à Harald parce que tout ce flashback est censé être centré sur Harald. Donc, il va falloir à un moment donné placer Harald sur God Valley. Et si jamais c'est le cas, ce sera incroyable. Je pense pas que certains en ont parlé. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler de cette théorie-là et ce que vous en pensez aussi et pourquoi. J'essaie de vous expliquer pourquoi est-ce que moi je mettrais un lien dans cet événement-là. Dites-moi, ça m'intéresse grandement. Du coup, bah, c'est parti pour la dernière partie de la vidéo. Les rocks, c'est incroyable. Tout simplement incroyable. Alors là, c'est monstrueux. Il y a, sur cette partie-là, il est important de le dire, il y a des problèmes. Il y a des erreurs. Il y a une erreur qu'Oda a faite, il y en a d'autres, c'est pas grave. D'autres explicables, celle-ci c'est une réelle erreur. Est-ce qu'elle sera corrigée? Parce que là c'est la version Shonen Jump. Est-ce Oda va décider de faire ça autrement? Parce que je pense que l'information va lui être remontée. Je vous explique l'erreur pour ceux qui ne l'ont pas vu, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu. Quand dans le flashback, avant la défaite de Kaido, on voit du coup Kaido arriver chez les Rox et on voit Barbe Blanche lui dire bah Rox veut te voir. À ce moment-là, à cette arrivée-là, les deux yeux sont déjà faits en fait sur l'île de la Ruche. Ils sont déjà réalisés. Donc le moment où là actuellement on le voit dans ce chapitre, la création de ces deux yeux, parce qu'en fait finalement c'était juste un poisson. L'île c'était un poisson, finalement c'est une tête de mort, mais c'est Rox qui l'a fait. Mais ça ne peut pas marcher en termes de temporalité, ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça nous sort de la narration? Non, encore une fois, dans One Piece, il y a des choses, il y a des erreurs. Il y a des erreurs dans One Piece, mais qui ne te sortent pas. Par exemple, post-God Valley, encore plus quand on voit le lien avec les fruits du démon, post-God Valley, on a un petit flashback avec Shanks et Baggy le Clown dans l'arc de Baggy le Clown. La première fois qu'on voit Baggy le Clown, on a un petit flashback de Baggy. Et
comment est-ce que l'équipage de Roger parle des fruits du démon? C'est comme s'il n'en connaissait rien du tout. Voilà, il parle des fruits du démon comme si, comment ça fonctionne? C'est quoi ce délire? Waouh, c'est un truc de fou. Attention, touche pas, on sait pas exactement ce que c'est. Voilà, c'est bon, ça n'a pas de sens, de par la suite de l'œuvre. Mais est-ce que ça nous sort de l'œuvre? Est-ce que ça pose un réel problème? Non. Donc comme toute œuvre de longue durée, là, pour les yeux, est-ce qu'il va décider de changer complètement le chapitre et lors de la sortie du coup, en tome, ça va être changé. Ça va être intéressant de suivre ça. Voilà, moi ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire si vous en avez rien à foutre. C'est possible aussi. Mais, moi je trouve ça intéressant de voir ce qu'Oda va faire entre la version, Shonen Jump et la version tome. Ensuite, maintenant on va se focus sur les rocks et les arrivées. Je parlais de l'arrivée de dans le flashback, de Kaido. Maintenant, il y a l'arrivée de Hache d'argent. Hache d'argent, il ressemble tellement à Z dans le chara design. Est-ce qu'Oda, il a pas voulu se prendre la tête, il a repris un chara design de film? Heu, Pourquoi pas? Mais en tout cas, voilà, ça lui va extrêmement bien. Il arrive pour rejoindre, c'est le rival de Shiki, et il arrive pour rejoindre cette équipe déjà complètement folle, même sans lui, c'est déjà monstrueux, mais il les rejoint tout de même. Il y a un lien, peut-être avec X-Drake. On l'a tous vu, on l'a tous pensé. Maintenant, à quoi servirait ce lien? Voilà, l'intérêt, c'est toujours se dire à quoi servirait. Pourquoi est-ce qu'Oda utiliserait ce lien? Il pourrait l'utiliser pour trahir, du coup, et pour être un infiltré, que la marine puisse infiltrer les Rocks, cet équipage extrêmement dangereux. Serait intéressant, tout comme X-Drake a infiltré Kaido, même si ça s'est très mal passé pour lui. Est-ce qu'on peut avoir un acte similaire? Peut-être pas, c'est le rival de Shiki, donc peut-être absolument pas. C'est le seul intérêt pour lequel Oda pourrait faire un lien avec cette famille-là. Je ne vois pas d'autres intérêts clairement scénaristiques, à part un petit clin d'œil sympa, mais en termes d'utilité, scénar, j'en vois pas. Dites-moi si vous, vous en voyez d'autres. Mais en tout cas, j'ai hâte de le voir en action. Son chara design est réussi comme l'intégralité des Rocks. Voilà. Les Rocks, c'est une réussite totale. Et l'information capitale, hein, clairement, parce qu'on savait déjà que les Rocks s'étaient alliés. Là, on est à la genèse des Rocks. Ils vont devenir beaucoup plus forts. Il y a un exemple précis. On l'a vu durant la Cross Guild. Euh, le- Barbe Blanche n'a pas encore une des 12 grandes lames. C'est clairement pas le cas. Il a un bâton actuellement. Il a un bâton avec une lame au bout. Il n'a pas l'une des 12 grandes lames. Il va avoir, du coup, et on le voit à God Valley durant la flashback et durant le flashback de Kuma, on voit du coup qu'il a il a l'une des 12 grandes lames en sa possession. Donc on comprend, même dans le design des personnages, on comprend qu'ils ont évolué durant ces 5 à 6 ans. Et c'est normal qu'en 5 à 6 ans, un équipage créé qui a pour but de renverser le monde évolue. C'est tout à fait logique. Euh, et ça coïncide avec le fait que bah, si eux évoluent, Roger, qui est actuellement plus faible qu'eux, est censé réellement évoluer pour pouvoir surpasser l'impossible. Ça, il n'y a pas de doute. Mais par contre, vraiment, l'importance pour moi, l'élément extrêmement important dans ce chapitre, c'est les fruits du démon. On parle de deux fruits du démon. Un, il y a Elbaf. J'en parlais lors de la React. Du coup, lors de la React de cet arc-là, vous pouvez le retrouver du coup sur YouTube où on découvre ce coffre. J'étais parti sur ma première théorie en disant que finalement, bah, c'était peut-être le fruit du démon qu'a mangé Luffy, qui a été volé. C'est pour ça que Loki a pris la mer. Même s'il avait pour but, la Rox n'existait plus. Mais il a peut-être pris la mer pour le retrouver. Shanks l'a arrêté. Shanks a dit qu'il le retrouverait. Shanks l'a retrouvé à la fin. Et ça a fini avec toutes ces aventures mangées par Luffy. Mais moi, ce qui me posait problème, encore une fois, et ce qui me pose encore problème personnellement, c'est les propos des membres du Gros Save. Quand ils en parlent du fruit du démon, et ils ne parlent pas de l'éveil du fruit du démon, ils parlent du fruit du démon en tant que tel. Il faisait que de leur fuir. Donc, je trouverais ça bizarre que finalement, il n'a pas fait que de leur fuir. Il était juste planqué à Elbaf depuis ce moment-là. Donc, il n'a pas fui ce gouvernement mondial. En fait, il était bloqué. Il n'y a pas eu à chaque fois qu'ils étaient près de l'avoir, il a fui. C'est vraiment pour moi le sens même de ce que je comprends, de ce que dit le membre du Gorosei. Donc, c'est pour ça que je m'étais auto-debunk. Est-ce qu'on part dans ce sens-là et c'est ce fruit du démon? Est-ce qu'il y a un autre fruit du démon qui n'a rien à voir, qui a été mangé par Loki, et c'est pour ça qu'on voit Loki avec cette scène et cette pose un peu spéciale? Aucune idée. Parce que je m'auto-debunk. Donc, c'est le problème. Dites-moi en commentaire si mon auto-debunkage est valable ou pas, simplement. Ou est-ce qu'il a du sens pour vous? Et le deuxième fruit du démon, pour moi, qui serait extrêmement intéressant, c'est qu'il se situe à Rodstar. Il faut un intérêt pour que le Roger et Xebec se retrouvent à Rodstar. Il faut un intérêt à ça. Roger veut faire le tour du monde. Est-ce que c'est réellement le but initial de Xebec? J'ai pas l'impression. Ce qu'il recherche, c'est ses fruits du démon.
Et donc, du coup, parmi les fruits du démon, les 2 qu'il recherche, ce qui serait intéressant, c'est qu'il se trouve à Rodstar et c'est là qu'il l'a récupéré, c'est là qu'il a vaincu, Roger. Je trouverais que tout se lirait. En fait, on arriverait à créer une colonne vertébrale, c'est mieux, tangible et solide. Maintenant, est-ce que c'est le Yami Yami no Mi? Ça va clairement dans ce sens. Ce qui va dans le sens du fait que ça soit le fruit du démon de Luffy et le Yami Yami no Mi, c'est qu'en fait, il les veut pourquoi? Pour renverser le monde. Ce qu'il appelle le monde, c'est Imu, il l'a vu quand il lui dit je reviendrai. Le narrateur dit qu'il connaît ses limites, il sait qu'il n'a pas le niveau à ce moment-là. Par contre, il est prêt à y retourner. Il est prêt à y retourner, il se prépare et il a besoin de ça, 2 fruits du démon. Et nous, actuellement, si on reste pragmatique au possible, c'est lesquels les 2 êtres qui ont cette ambition de retourner le monde. Parce que Barbe Noire veut le monde. Donc si tu veux le monde, tu as besoin de retourner Imu. Tu as besoin de la vaincre. Tu pas le choix. Ce que veut Luffy, c'est devenir le roi du monde, être libre. Et il a un rêve derrière. Et ce rêve derrière qui est lié pour moi aux fresques, à la toute première phrase du premier, la dernière phrase du premier monde, à la dernière phrase du deuxième monde et à la dernière phrase du troisième monde, c'est le rêve de Luffy, qui était le rêve de Nika, qui était le rêve de Joy Boy. Euh, pour le réaliser, il va avoir besoin de vaincre Imu. Donc en fait, finalement, les 2 détenteurs de ces fruits du démon seraient destinés, et ce serait un beau coup du destin, et seront en train de préparer leur affrontement pour Imo. Donc ça va dans ce sens-là. On va avoir la réponse très rapidement. Clairement, le flashback va nous donner des réponses, mais en tout cas, on se régale. On se régale. Le chapitre est magnifique. Les chapitres sont grandioses. J'espère que vous kiffez aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo. Laissez un petit pouce bleu pour donner de la force à la chaîne. Follow, partagez s'il vous plaît. On va essayer de faire grandir un peu cette chaîne. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve du coup pour le prochain chapitre. D'ici là, la ratiboiserie, c'est jamais fini. Jamais.